Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de disparitions très inquiétantes ainsi que de décès suspects. Commençons par l'affaire d'Ophélie Breitnetscher. L'affaire d'Ophélie concerne une Française disparue en Hongrie en 2008 et dont le corps a été retrouvé 2 mois plus tard. Ophélie, étudiante française à Szeptyko, Reims, disparaît à Budapest le 4 décembre 2008, vers 3 h du matin. Elle participait au programme européen d'échange universitaire Erasmus. Ophélie, étudiante à l'école supérieure de commerce de Reims, terminait son master de finance dans la capitale hongroise. À cette époque, Ophélie avait 22 ans. À partir de la sortie d'une boîte de nuit, le Port Side of Cuba, des caméras de vidéosurveillance de la ville la suivent une partie de son trajet jusqu'à Rosenveld. Aux environs de Del Ferenc, elle semble accélérer le pas et changer d'itinéraire après avoir croisé un taxi et un piéton qui se mettent en mouvement après son passage. Son sac et son téléphone portable sont retrouvés sur le Landscheid, pont des Chênes, vers 3 h 30 du matin par des étudiants italiens. Dans ce cas très particulier, les enquêteurs peuvent disposer d'images vidéo de la victime dans les dernières secondes avant sa disparition. Une mobilisation étudiante sans précédent est organisée par ses amis et sa famille sur Internet afin de la retrouver, notamment sur Facebook, où plusieurs groupes rassemblent au moment de sa disparition près de 60 000 personnes. C'est aussi l'un des premiers cas où les internautes de Facebook mènent eux-mêmes l'enquête, en étudiant les vidéos. Ces recherches sont reprises par les journalistes qui annoncent des compléments d'interrogatoire sur place, qui restent finalement sans suite. Une enquête administrative est d'abord ouverte en Hongrie et la famille d'Ophélie met plus d'1 mois à obtenir que la disparition d'Ophélie soit qualifiée d'inquiétante. Elle dépose une plainte en Hongrie le 30 décembre 2008, puis en France, et demande plus de coopération entre les polices des 2 pays. Le 11 janvier 2009, plusieurs centaines de personnes défilent silencieusement en une marche blanche à partir du Champ de Mars pour demander une implication de l'État français. Catherine Vautrin, députée de la Marne, évoque la disparition d'Ophélie à l'Assemblée nationale. Des reportages télévisés sont consacrés à Ophélie, à des heures de grande écoute, sur les principales chaînes télévisées françaises, TF1, France 2, France 3, M6. Une pétition au président de la République pour appuyer la demande d'implication de l'État est mise en ligne sur un site spécialisé dès le 12 décembre 2008. Elle réunit plus de 10 000 signatures. Le corps d'Ophélie est découvert à Sespel le 12 février 2009, près d'une station de traitement des eaux usées du Danube. Elle est probablement décédée par noyade. Les conclusions du médecin légiste, qui n'a constaté aucun signe d'agression ou d'acte criminel sur le corps, ont été retransmises par la police, qui a communiqué que le drame résultait vraisemblablement d'un accident ou d'un suicide. Malgré les premières conclusions, l'homicide ne peut être écarté, du fait de la présence d'un hématome sur le corps d'Ophélie et de nombreuses zones d'ombre dans l'enquête.
La famille de la victime, qui a attendu le rapatriement de son corps pendant plus d'1 mois, l'enterre en Lorraine. Ophélie était une grande sportive qui nageait parfaitement, en compétition. Elle pratiquait la natation synchronisée, la randonnée en montagne et s'entraînait pour le marathon. Presque 1 an après sa disparition, le 18 octobre 2009, ses amis organisent alors un hommage lors de la course, Reims à toutes jambes, afin de souligner les omissions de l'enquête et de demander des réponses à leurs questions. Un reportage télévisé leur est consacré, il n'est pas diffusé. Fin 2009, les éléments de l'enquête, en particulier l'analyse des diatomées chez Ophélie et dans le Danube, n'ont toujours pas été transmis par la Hongrie. Le 4 décembre 2009, 1 an après sa disparition, ses amis se mobilisent à nouveau sur Internet pour la 2e année consécutive et une journaliste écrit un article récapitulatif sur la disparition. Fin 2010, 2 ans après sa disparition, les groupes Facebook consacrés à Ophélie réunissent toujours plus de 45 000 personnes et le 4 décembre, ses amis organisent à nouveau une mobilisation sur Internet et annoncent « Nous créerons un événement pour Ophélie tous les ans, jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur la disparition et son décès, jusqu'à ce que justice soit rendue. » Ce qui est très étrange dans cette affaire, c'est que plusieurs disparitions ont eu lieu dans le même pays et surtout au même endroit. Ophélie a disparu 2 mois et demi après Eva Rode, en Hongrie. Eva Rode, née Eva Madja, est un mannequin des années 1960, née en 1943. Défenseur de la cause animale en Hongrie, après un passage à tabac, elle porte plainte contre la police hongroise, auprès de la Cour européenne de justice, avant de disparaître mystérieusement en 2008. Elle était l'égérie de John Lennon et Yoko Ono, et l'actrice principale de leur film Rap en 1969. Citoyenne britannique d'origine hongroise, elle se réinstalle en Hongrie pour défendre la cause animale en créant un refuge, Push His Boots, le chat botté, Animal Trust, qui a abrité 70 chiens et 50 chats. Elle est passée à tabac par la police hongroise en 2002, en présence de sa fille. Elle disparaît à Győr le 10 septembre 2008. Sa fille fait savoir lors de sa disparition qu'elle est convaincue, tout comme sa tante Judith, que sa mère a été assassinée. Son corps est retrouvé dans un trou fin avril 2009, après qu'un ancien employé de son refuge a avoué l'avoir tué pour de l'argent, puis enterré et brûlé son corps. Mais il n'a donné aucune explication au saccage de sa maison, de son refuge pour animaux et la destruction de ses dossiers sur son ordinateur. Sa sœur, tout comme sa famille, ne croit pas à cette piste. La famille d'Eva et d'Ophélie, autre étrangère disparue en Hongrie, envisagent d'adresser ensemble une plainte auprès de l'Union européenne. Le procès de son assassin présumé, Gaspar Augustini, a commencé en mai 2010. Alors qu'il avait avoué l'avoir tué à coups de poing, la fille d'Eva a fait savoir qu'elle avait retrouvé sur les lieux un manche de hache cassé et que l'agression avait probablement été plus violente et qu'il était possible qu'Eva ait été brûlée vive. « Ce n'est pas un procès, c'est du cirque », a déclaré la fille d'Eva, avant d'être condamnée à une amende de l'équivalent de 1000 livres, alors qu'elle essayait de faire entendre qu'un homme seul ne pouvait pas avoir infligé autant de sévices à sa mère. L'audience suivante avait été repoussée au 2 septembre 2010, dans l'attente de nouvelles expertises sur la cause de la mort. Malgré son appel en 2010, Gaspar Augustini a été condamné à 13 ans de prison. Le médecin légiste, le Dr Wilcox, a déclaré que les examens médico-légaux des restes dans le Royaume-Uni a révélé les blessures importantes que Madame Rode a subies. L'ont été avant sa mort. L'anthropologue légiste a dit que les os, qui n'avaient pas été correctement nettoyés, comportaient encore du gravier de la scène du meurtre.
L'audience a encore été ajournée jusqu'en janvier 2013 et la famille va saisir la Cour suprême européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Le coroner a ajouté « Il y a des détails des aveux qui n'expliquent pas entièrement comment elle est décédée. Il y a trop d'incohérences entre les aveux et le rapport médico-légal en Hongrie. Cela suggère l'implication d'autres parties dans son décès. » La sœur d'Eva Rode, Sofia Barta, estime que les autorités hongroises tentent d'étouffer l'affaire et de permettre à des complices de Kasbah Augustini de ne pas être inquiétés par la justice. Revenons sur l'affaire d'Ophélie. En février 2010, la famille et le compagnon d'Ophélie se constituent partie civile et déposent une nouvelle plainte pour meurtre. En mars 2010, une information judiciaire est ouverte à Paris pour enlèvement, séquestration suivi de meurtre. Pendant des années, un petit groupe de mères de famille, une éducatrice spécialisée, une cadre supérieure de banque et un médecin soutiennent la famille. Les invraisemblances qui persistent toujours. 2 ans après la disparition, le 4 décembre 2010, Maître William Bourdon estimait que l'enquête avance, bien que tous les documents demandés ne soient pas revenus. L'article souligne aussi les points qui suivent. Les analyses des diatomées qui permettraient de reconnaître avec exactitude le lieu du décès étaient manquantes. Les bornes téléphoniques sur le trajet d'Ophélie n'ont toujours pas été exploitées. Certains témoignages, comme celui du promeneur qui a entendu des cris de femmes à l'heure de la disparition à proximité du lieu où son sac a été retrouvé, n'ont pas été approfondis. Et surtout, que le corps d'Ophélie a été retrouvé dans un lieu situé à contre-courant, qu'il était impossible qu'il y ait dérivé à partir du point des Chênes. Le 9 avril 2014, l'enquête est close en Hongrie, car, pour eux, il n'y a aucune piste d'un crime potentiel. La famille d'Ophélie se bat toujours pour savoir la vérité. Nouvelle disparition au même endroit en 2013. Le 1er janvier 2013, vers 2 heures, un étudiant en médecine anglais de 23 ans, Daniel Glinstein, disparaît exactement au même endroit, surveillé par les mêmes caméras à la sortie du Okterbar. Daniel, 23 ans, de Den Ham, dans le Suffolk, était sorti à Budapest le 31 décembre 2012 et a été porté disparu le lendemain. Son corps a été retrouvé le 20 mars 2013 et un examen post-mortem en Hongrie a conclu qu'il s'était aussi noyé. Daniel, dont la famille gère le domaine Den Ham de 1200 acres près de Newmarket, possédait la double nationalité britannique et suédoise. Il étudiait la médecine dans la capitale hongroise. Il a été vu pour la dernière fois au pont des Chênes de la ville aux petites heures du matin, après une soirée avec des amis. Le corps de Daniel a été retrouvé en aval de la rivière et il a été identifié par un ami qui a reconnu les clés et les vêtements, ainsi que par les dossiers dentaires. L'autopsie a révélé que des traces d'alcool avaient été trouvées dans son sang, mais le coroner du Suffolk, le docteur Peter Dean, a déclaré qu'il ne pouvait pas être certain que cela avait joué un rôle dans son décès. Il a également déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que quelqu'un d'autre était impliqué dans sa noyade. Le docteur Dean a déclaré « Nous n'avons tout simplement pas de détails précis sur la façon dont il se retrouvait dans l'eau. Il s'agit peut-être d'un accident tragique, mais nous ne le savons pas. » Son trajet fut lui aussi filmé par des caméras de surveillance avant de perdre sa trace. Que s'est-il passé à Budapest? De simples accidents ou l'œuvre d'actes criminels? La disparition d'Enrique Garrigues Ruiz. Enrique est un homme hispanique du Mexique. Il visitait Los Angeles en Californie depuis la Hongrie où il vivait avec sa femme et ses enfants. Il est arrivé aux États-Unis le 15 septembre et a atterri à Los Angeles le 25 septembre 2017. Il devait retourner à Hongrie vers le 5 octobre, mais il n'a jamais pris l'avion. Il avait 51 ans au moment de sa disparition. Enrique est né à Guanajuato, au Mexique. Il est allé à l'université en Hongrie, où il a rencontré et épousé sa femme.
Au moment de sa disparition, il était un professeur physicien nucléaire, mathématicien et écrivain. Pendant son séjour en Californie, Enrique séjournait au Melrose Hotel, dans le bloc 600 de Northwestern Avenue, et conduisait une Toyota RAV4 2017, gris, loué avec le numéro de plaque d'immatriculation 7VG J780. Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter l'auberge à 13 h le 5 octobre. Il avait parlé à sa femme le jour même et lui avait dit qu'il était en attente d'un vol de retour. Le 5 octobre était également la date limite pour rendre sa voiture de location, mais cela ne s'est pas produit et le véhicule n'a jamais été retrouvé. Différents articles disent des choses différentes sur la raison pour laquelle il était aux États-Unis. Certains articles disent qu'il était ici pour rencontrer des collègues scientifiques. D'autres articles encore indiquent qu'il était là pour rencontrer des éditeurs locaux pour publier un livre. La police a découvert qu'une somme d'argent avait été portée sur sa carte le 4 octobre chez Avis Rental Car, un jour avant son retour en Hongrie. Ils ont également découvert qu'une accusation avait été portée contre un restaurant Carl Jr. le 6 octobre, un jour après sa disparition. Sa famille a signalé sa disparition le 9 octobre. Ils ont déposé un rapport auprès du département de police de Los Angeles. Le LAPD a finalement pu confirmer que Enrique n'était monté à bord d'aucun avion et que le camion Toyota RAV4 n'avait pas été restitué à la société de location. Au départ, le cas d'Enrique a été traité comme une disparition volontaire, car il n'y avait aucune preuve qu'un crime quelconque ait eu lieu. Fait étrange, il était dans une voiture de location. Pourquoi la compagnie automobile n'a-t-elle pas essayé de le suivre ou de le localiser ? Selon un avis de confidentialité d'Avis, j'ai pu retrouver en ligne certaines des voitures équipées de dispositifs de suivi GPS et qu'elles peuvent utiliser lorsqu'une voiture n'est pas rendue. Alors pourquoi la société de location de voitures n'a-t-elle pas essayé de le localiser? Ou au moins signaler sa disparition? La famille déclare que les services automobiles n'avaient toujours pas signalé la disparition de cette voiture au moment de la publication de l'article, soit en novembre 2017. Cela signifierait qu'il avait plus de 43 jours pour retourner cette voiture. Au moment de la rédaction de cet article, la famille d'Enrique demandait à la société Avis Car Rental de poursuivre en justice Caribé afin que les détectives puissent en faire une enquête. Cela permettrait aux enquêteurs de demander à un juge de leur accorder la permission de regarder les vidéos de surveillance, les emails et les activités téléphoniques d'Enrique. Ils n'ont pas donné suite à cette demande au moment de la rédaction de cet article, 1 mois et demi plus tard. Il semble que la police ait pu obtenir suffisamment d'informations pour finalement qualifier cela de cas de personnes disparues. Et les enquêteurs ont commencé à vérifier les hôpitaux locaux et le bureau du coroner du comté de Los Angeles. Ils ont également eu accès aux comptes bancaires et aux relevés de téléphone portable d'Enrique. Rien n'est venu de ces recherches. Il semblait également que son téléphone était éteint et qu'il n'avait pas pu obtenir grand-chose des enregistrements téléphoniques. Maintenant, sa famille a créé un GoFundMe pour collecter des fonds à utiliser dans les efforts pour le retrouver. Mais il est actuellement fermé. Il semble qu'il n'ait pu récolter que 350 $. La page GoFundMe ne comptait aucune information à ce sujet, mais j'ai pu trouver un paragraphe cité sur missingpersonsoamerica.com qui serait prélevé sur le compte GoFundMe. Il lit qu'Enrique travaillait comme scientifique indépendant à l'époque et écrivait actuellement quelques livres. La citation poursuit en disant qu'il était aux États-Unis pour rendre visite à un collègue scientifique avec qui il était ami. Il semble qu'au moment où ce message a été écrit, la police l'a qualifié de personne disparue. Or, d'après un article écrit en décembre 2017 sur proeso.com intitulé « Il recherche le scientifique mexicain Enrique Garbe, disparu à Los Angeles il y a 25 jours »,
Sa nièce se résume comme disant que la société Avis, que son oncle louait le SUV, a initialement refusé de confirmer si c'était Enrique qui l'avait loué ou si le véhicule avait été loué par quelqu'un d'autre. Il était apparemment également réticent à leur montrer des images de vidéosurveillance. Maintenant, la sœur d'Enrique a exigé que les autorités mexicaines interviennent également et le 19 octobre, le consulat du Mexique a lancé une alerte pour disparition. D'après ce que la famille a pu recueillir, on ne pense pas qu'Enrique ait jamais quitté les États-Unis. En faisant mes recherches, j'ai pu retrouver le blog d'Enrique. Il semble qu'il ait posté pour la dernière fois en 2012. Il parle en détail des écrits sur lesquels il travaillait. Il travaillait sur l'écriture d'expériences humaines, une nouvelle sur les conditions humaines, un essai sur l'Europe et la création d'emplois en Europe et en Méditerranée. Rien sur son blog ne semble inquiétant ou révélateur. Nous sommes en mesure de découvrir qu'il y a un restaurant Carl Jr. en face d'un parking d'aéroport. Personne n'a pu confirmer à quel restaurant il a pu se trouver, mais sa carte a été débitée à 3h21. C'est étrange, car s'il était vraiment à l'aéroport en attendant un vol, il y a sûrement plusieurs restaurants où il aurait pu manger. Pourquoi quitter l'aéroport pour rejoindre Carl Jr. à 3h du matin? D'après ce que j'ai pu trouver sur Google, ce Carl Jr. aurait été à 13 ou 15 minutes à pied, ou à 25 minutes en navette. J'ai retrouvé un commentaire de sa fille. Je cite: « Je suis la fille d'Enrique. Merci d'avoir écrit ça, j'apprécie. J'aimerais quand même clarifier certaines choses. Premièrement, il n'est pas resté après l'université en Hongrie. Mes parents ont étudié aux États-Unis, doctorat. Puis on a déménagé au Mexique, où j'ai grandi. Nous ne sommes venus en Hongrie qu'après. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas décidé de rester après l'université et qu'il a travaillé au Mexique. Nous ne pensons pas qu'il ait disparu volontairement, pour plusieurs raisons. De nombreux facteurs indiquent qu'il aurait été kidnappé ou tué par quelqu'un. Les enquêteurs pensent qu'il aurait pu être détenu par une organisation illégale, car il est physicien, bien que nous puissions évidemment pas le savoir avec certitude. Pour rappel, il a loué une voiture un jour avant son départ, même s'il était aux États-Unis depuis environ 20 jours à ce moment-là, sans voiture. Il semblait être un homme très prospère, mais il séjournait dans une auberge. Les auberges sont généralement connues des voyageurs en sac à dos. Ce sont des quartiers partagés, qui sont étroits et il n'y a pas d'intimité. Même une personne à petit budget trouverait généralement un motel plus attrayant et juste un peu plus cher. Il a appelé sa femme pour lui dire qu'il était à l'aéroport en attente. Mais si c'est le cas, où était sa voiture de location? Elle n'a jamais été rendue à Avis. On la ramènerait, normalement, lors du retour à l'aéroport. Cela laisse beaucoup à se demander s'il était réellement à l'aéroport ou si c'est lui qui a loué sa voiture. De plus, les caméras de surveillance de l'axe ont-elles déjà été vérifiées pour confirmer qu'il était bien là? Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres informations concernant cette disparition. Il est toujours malheureusement à ce jour porté disparu. Je vais vous parler à présent d'une affaire qui m'a énormément marqué et traumatisé. L'affaire de Loïc Goudard. Loïc, originaire de Crozet, dans l'Ain, il vit avec sa mère Sarah et son père Pascal, ainsi que sa sœur et son jeune frère. Loïc est un jeune homme de 19 ans qui décide, avec des amis, de faire son premier voyage à Ons, en Espagne, dans une station balnéaire qui se nomme Magalouf. Ses parents ont une exploitation agricole. Le rêve de Loïc est de travailler avec eux pour rester en famille. Loïc était un garçon sérieux et dynamique, qui avait comme projet de se mettre très prochainement en couple avec son ami, qu'il avait rencontré 3 ans auparavant. Tout se passait bien, il était très amoureux. À la fin de son année scolaire en 2018, Loïc décide de parler à ses parents pour leur faire part d'un projet qu'il aimerait réaliser avec 10 de ses amis. Il leur explique que pour fêter la fin de ses études, ils aimeraient partir tous ensemble en Espagne, plus exactement à Majorque,
qui est une île espagnole située sur la Méditerranée. Pour ses parents, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Ils pensent que Loïc va être bien sur cette île et qu'il va pouvoir en profiter. En plus, son cousin l'accompagne, donc ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. La seule chose, ils ne connaissent pas, ni n'en ont jamais entendu parler, de la station balnéaire où ils comptent tous se rendre. La station se prénomme Malagouf. C'est le jour du grand départ, le 30 juin 2018. Loïc prépare son voyage avec ses amis. À l'heure du départ, il embrasse son père et son père lui dira « Profite bien de la vie, mon fils ». C'est la première fois que Loïc part si loin d'eux. Loïc et ses amis arrivent à Majorque. Ils arriveront à l'hôtel. Une fois sur place, Loïc donnera des nouvelles à ses parents. Il sera 12h30, quand son SMS destiné à sa mère sera envoyé pour lui dire qu'il était bien arrivé et que tout se passait bien et qu'il était bien et heureux, et qu'il partirait visiter la ville dans l'après-midi, et qu'il la recontacterait dans la soirée. La soirée arrive, toujours pas de nouvelles de Loïc. Ses parents savent que Loïc est entre amis et qu'il doit pleinement en profiter, donc ils ne s'inquiètent pas. Malheureusement, le lendemain, tout va basculer. Le 1er juillet, la maman de Loïc, Sarah, est en train de faire des courses avec le petit frère de Loïc. Pascal, quant à lui, est au travail. Sur place, au supermarché, elle se rend compte de plusieurs appels manqués, de sa belle-sœur. Elle prend quelques instants pour écouter ses messages. Et là, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Sa belle-sœur, paniquée et pas bien, lui dira « Reviens à la maison, il s'est passé quelque chose ». Sarah et Léo, son fils, retournent chez eux. En chemin, Léo est inquiet. Il demande à sa maman ce qui se passe. Sarah lui répond « Je pense qu'il est arrivé quelque chose à ta grand-mère ou à ton grand-père ». Arrivée à la maison, sa belle-sœur est sur place. En discutant ensemble, elle lui demande ce qui se passe. Elle lui répondra alors « C'est Loïc ». Il faut savoir que Loïc était parti avec son cousin. C'est pour cette raison que sa belle-sœur était au courant de la situation. Sa belle-sœur lui annonce la terrible nouvelle. Loïc est décédé. Elle a reçu un appel de son fils qui lui a dit que Loïc était mort. Averti, Pascal, le papa de Loïc, reviendra de son travail. Le frère de Pascal l'attend pour lui annoncer la terrible nouvelle. Il lui dira « Loïc ne reviendra plus, c'est fini ». À ce moment-là, personne ne sait rien. Le cousin de Loïc n'a pas donné plus d'informations. Il avait simplement reçu un appel de la Guardia Civile, la police espagnole, lui annonçant que Loïc avait fait une chute mortelle. Sous le choc, les parents de Loïc seront contactés dans la journée par l'ambassade de France. C'est à partir de là que rien ne sera clair pour eux. Que s'est-il passé? Au soir du 1er jour, le groupe se rend dans les rues de la ville afin de goûter à l'atmosphère de la ville. Au fur et à mesure de la soirée, certains d'entre eux rentrent à leur hôtel, et vers 4 heures du matin, ils ne sont plus que 4. Loïc décide de rentrer à son tour. Le lendemain matin, vers 11 heures, ses amis s'inquiétèrent de ne pas le voir les rejoindre et constatent qu'il n'est pas dans sa chambre d'hôtel. Ils se lancent à sa recherche, et c'est vers 14 heures que la police les informe que Loïc a été retrouvé inanimé au pied d'un hôtel voisin. Il serait tombé d'une fenêtre du 7e étage de cet hôtel qui n'était pas le sien. Il est décédé des suites de ses blessures. La Guardia Civile a mené une enquête rapide, interrogé 2 ou 3 personnes et encore plus rapidement conclu dans un premier temps à un suicide. Malgré un certain nombre d'incohérences dans les déclarations de témoins, puis plus tard, suite au refus argumenté des parents d'accepter cette conclusion, a qualifié le décès de mort par accident. Quelques jours après le drame, la famille se rend sur place, rencontre la Guardia Civile, le gardien de l'hôtel, observe les lieux et se rend compte que plusieurs éléments peuvent créer le doute sur le déroulement des événements et la fiabilité de l'enquête de la Guardia Civile. Étrangement,
Selon la police, ni les caméras de la rue, ni celles de l'hôtel ne fonctionnaient ce jour-là. Des vacanciers logeant dans l'hôtel auraient entendu un bruit de course et de bagarre dans les couloirs. Aucun relevé d'empreintes n'a été effectué sur les lieux. Loïc aurait sauté du 7e étage, mais des traces douteuses existent sur les murs du 6e, ainsi que la barrière de sécurité de la fenêtre qui est abîmée. Ils constateront lors d'une seconde visite plus tard que tout ce mur a été repeint. Ils décident alors de porter plainte contre X. La plainte est classée sans suite par le juge, car la justice espagnole ne souhaiterait pas coopérer. Après le rapatriement de Loïc, il sera constaté qu'aucun des vêtements de Loïc n'est revenu en France, ceux-ci ayant été détruits selon les pompes funèbres de la ville de Magalouf, rendant toute recherche ADN impossible. Une autopsie contradictoire à celle effectuée en Espagne est demandée par les parents et acceptée par le juge. Celle-ci montrera qu'une partie des organes manque, cœur, foie, rein, ce qui n'est aucunement stipulé dans le rapport d'autopsie espagnol. Les parents de Loïc décident alors de prendre un avocat et de se porter partie civile afin de relancer une enquête par la police française. On sait que quelques heures plus tôt, Loïc avait acheté une casquette pour la ramener à son petit frère Léo, dont c'est la preuve qu'il comptait bien rentrer chez lui. Et pourquoi faire à peu près 1000 kilomètres pour mettre fin à ses jours? Surtout que Loïc était très heureux dans sa vie. Les parents de Loïc, ne connaissant pas cette station balnéaire, comme je vous l'ai dit précédemment, feront des recherches à son sujet. Ils se rendront compte que cette station est extrêmement dangereuse. Là-bas, la police ne fait plus la loi et les histoires de corruption sont nombreuses. Des vacanciers venus du monde entier, victimes de Magalouf au fil des ans. Loïc n'est pas la seule personne ayant perdu la vie dans des circonstances inexplicables. Chaque année, plusieurs jeunes fêtards ne rentrent pas vivants à la maison. Certes, il y a beaucoup de cas de balconing ou d'accidents dus à la consommation élevée d'alcool ou de drogue, mais il existe de nombreux témoignages relatant violences et agressions de la part de barman, agents de sécurité et même policiers. Rien que lors de cet été 2018, 4 autres personnes sont décédées après avoir chuté et tentant de rejoindre leur chambre d'hôtel. Ils étaient gallois et écossais, avaient 18, 19 et 20 ans. Nous reviendrons sur ces sujets un peu plus tard. Chacun porte l'absence de Loïc à sa façon. Le sentiment d'abandon s'est transformé en colère froide chez Sarah, en accès de haine chez Pascal, à qui il arrive de s'installer derrière l'ordinateur pour régler quelques comptes personnels sur Facebook. Lucie, qui a coupé avec tous ses amis depuis que ces derniers l'ont très maladroitement invité à venir faire la fête sur le parking du cimetière de Crozet, ressent souvent l'envie de partir très loin. Et puis, il y a Léo, pas encore 13 ans, qui fait tout comme son grand frère. D'ici peu, il récupérera sa motocross, puis rejoindra un lycée agricole, fera un CAP et reprendra la ferme des Peureuses. Déjà, quand Loïc était apprenti chez les Salés à Jalex, Léo traînait toujours dans ses pattes. Pendant les vacances, ils m'emmenaient 3 fois par semaine. On nettoyait la salle de traite le matin. Ils me faisaient aussi faire des tours de quad avec mes cousins. La veille de son départ en Espagne, on était allés botteler ensemble. C'était la période des foins. Il en avait vendu au médecin du village. Ça lui faisait un peu de sous pour le voyage, raconte Léo. Ce séjour à Magalouf était le premier à l'étranger pour Loïc. C'est l'association du village voisin, Jeunesse de Cergy, dont il faisait partie, qui l'avait organisé. Dans ce coin de l'Ain, chaque village ou presque possède la sienne. On s'est réunis entre jeunes pour organiser des bals, des voyages, des tombolas, récolter des fonds et s'offrir un voyage avant de passer le flambeau au suivant.
Quelques mois plus tôt, Loïc avait d'ailleurs contribué à relancer celle de Crozet, en veille depuis des années. Il en était le vice-président. Le 1er juillet 2018, tôt le matin, Loïc est tendu dans la salle à manger de l'auberge du Grand Loup. Il fouille partout, mais ne retrouve pas sa carte d'identité. Le temps presse, un copain est là pour l'emmener à la boulangerie de Cergy, où il doit prendre son bus pour l'aéroport de Genève. À 1 heure près, il ne partait pas, regrette aujourd'hui Pascal. Moi, je rentrais de l'hôpital. On a bu un café ensemble. Il a fini par retrouver sa carte et a filé. Je lui ai dit « Profite bien de la vie, mon fils ». Il m'a répondu « Ne t'inquiète pas pour ça ». Tous les amis atterrissent à Palma en début d'après-midi, où une navette les attend pour Malagouf, au sud-ouest de l'île de Majorque. Ils achèteront par la suite des bouteilles au Leader Price. Ils retourneront à l'hôtel se préparer pour sortir un peu avant 23 heures, pour aller se remplir l'estomac au Burger King. Par la suite, ils iront au bar The Rock, qui ressemble à tous les autres dans ce secteur touristique de Malagouf. La nuit avance et le groupe se réduit progressivement. Loïc, Valentin, Adrien et Quentin sont les derniers à quitter The Rock. Ils sont joyeux, euphoriques, n'ont pas vraiment envie d'aller se coucher. Sur la route de l'hôtel, ils longent les nombreux bars à hôtesses de la rue Punta Balena, puis pénètrent au hasard dans l'un d'entre eux. Ils entrent à 3h30 et 4h et les souvenirs deviennent brumeux. Assis au comptoir, les jeunes hommes sont aussitôt approchés par les filles. Quentin, qui n'a pas encore reçu sa paye du mois de juin, emprunte la carte de Loïc et sort retirer 150 € juste en face. Adrien est le premier à descendre au sous-sol avec l'une d'elles, avec qui il a eu un rapport sexuel, avant de vomir dans la chambre et de racheter une bouteille pour se faire pardonner. Valentin descend presque au même moment. Il reste une bonne demi-heure en bas, mais l'alcool l'empêche d'avoir un rapport sexuel. Puis c'est au tour de Quentin, qui leur emboîte le pas et remonte rapidement. Aucun des trois ne reverra Loïc. Quentin tente de le joindre à 4h21, mais Loïc avait laissé son téléphone. À Alexandra D., une membre du groupe pour éviter de le perdre ou de l'abîmer au cours de la soirée. À 4h40, la police espagnole est appelée à la suite de la chute d'un jeune homme dans la cour intérieure de l'hôtel Alua Sun, à gauche de la rue Torre Nova, alors que le leur se trouvait à droite. Loïc avait pas mal bu. Il possédait peu de repères dans la ville et n'a jamais eu un grand sens de l'orientation. Restent 2 témoignages, celui de M. Moreno, le réceptionniste de l'hôtel Alua Sun, qui, lors de son audition par la police espagnole, explique avoir vu Loïc arriver en courant, essoufflé, puis s'engouffrer dans les escaliers sans que l'agent de sécurité puisse le rattraper. Et celui d'une certaine Madame Braun, résidant dans l'immeuble d'en face et assurant aux enquêteurs avoir vu un homme se jeter volontairement dans le vide. Transporté dans un état critique à l'hôpital Universitari Son Espace de Palma, Loïc décède d'un arrêt cardiaque à 8h50, le 2 juillet 2018. Les semaines suivantes, la famille de Loïc se rend 2 fois à Malagouf. Quelques jours après la mort de leur fils, d'abord pour le voir à la suite de l'autopsie. Accueillis par la Guardia Civile et le gendarme français dépêché sur place pour la saison estivale, ils sont promenés sur les différents lieux de la soirée fatale. Ils constatent que les murs du 6e étage ont été repeints et que des verrous ont été installés aux fenêtres. On leur explique que les caméras de l'hôtel ne fonctionnaient pas ce soir-là, ni celles de la ville, dont les autorités locales se gargarissaient pourtant. À leur retour en France, ils décident de porter plainte contre X à la gendarmerie de Gex. Ils ne croient pas aux premières conclusions de l'enquête espagnole, qui parle d'abord de suicide, puis d'accident. Ils choisissent un avocat à Bourg-en-Brest, mais celui-ci juge l'affaire trop compliquée. Alors Sarah tape grand avocat sur Internet et contacte un par un les noms qui s'affichent. Un seul répondra,
Maître Gilbert Collard. Le deuxième séjour à Magalouf a lieu au mois d'août 2018 et dure 3 jours. L'objectif est de trouver un avocat sur place pour le volet judiciaire espagnol. Mais Pascal a une deuxième idée derrière la tête. Une nuit, aux alentours de 4 heures du matin, il se pointe à la Sun, capuche sur la tête, et fait mine d'être alcoolisé devant le réceptionniste. Il m'a laissé passer, puis le ton est monté. Ce jour-là, en revanche, les caméras fonctionnaient. À la suite de cet échange musclé, le réceptionniste, pas serein, a changé d'hôtel. Avant cet été 2018, Pascal Goudard n'avait jamais entendu parler de Magalouf. Depuis, rien ne lui échappe. La nuit, au poste d'attente de l'hôpital, il navigue dans les méandres du web et répertorie tous les décès suspects liés à cette station balnéaire. Dans son dossier, on trouve par exemple cet article de la BBC sur Tom Ousby, un Britannique de 19 ans, lui aussi mort dans des circonstances similaires à Loïc, et dont la mère assure que des témoins l'ont vu être pourchassé avant sa chute. Le temps passe, les souvenirs s'effacent. Les amis et le cousin de Loïc, interrogés plusieurs fois par la police, ne veulent plus revenir sur cette soirée. La famille a implosé. Pascal ne parle plus à son frère ni à son père. Des amis et des clients de l'auberge ont disparu en chemin. On reproche aux Goudard de s'entêter. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce que l'on vit, rétorque Lucie, qui, de son côté, a cessé de lire les articles sur Magalouf. J'ai imaginé trop de choses, dit-elle. Pascal cible aussi les politiques de la mairie de Crocé au président de la République, absent depuis le début. Je reprends les points importants de cette tragédie. Donc, selon la police, ni les caméras de la rue, ni celles de l'hôtel ne fonctionnaient ce jour-là. Des vacanciers logeant dans l'hôtel auraient entendu un bruit de course et de bagarre dans les couloirs. Aucun relevé d'empreintes n'a été effectué sur les lieux. Il aurait sauté du 7e étage, mais des traces douteuses existent sur les murs du 6e, ainsi que la barrière de sécurité de la fenêtre qui est abîmée. Ils constateront lors d'une seconde visite plus tard que tout ce mur a été repeint. Février 2022. Suite à un courrier envoyé à Monsieur le Président de la République par une amie du couple, voici la réponse reçue. À savoir qu'1 mois après cette lettre, aucune nouvelle reçue de la part du gouvernement. Seule une réponse désespérante du procureur, classant une seconde fois l'affaire sans suite. En juin 2022, les avocats français et espagnols ne faisant plus grand-chose et ne donnant pas de conseils par la suite, les parents de Loïc ont changé d'avocat et ce dernier semble prendre un peu plus en main le suivi. Suite à son conseil avisé, une nouvelle avocate en Espagne a été officiellement mandatée pour porter plainte auprès du tribunal espagnol, cette fois-ci pour vol d'organes. Cela permettra probablement de relancer l'enquête globale. Prochainement, un détective privé va également être sollicité pour mener une enquête en parallèle. À l'époque, l'état du corps n'a pas permis de conclure à quel moment les organes ont été prélevés, ni même de déduire les causes de sa mort. Cela fait maintenant presque 2 ans que son fils est décédé, explique Sarah Goudard, et je ne sais rien. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'est pas mort sur le coup. Il a été hospitalisé là-bas à Majorque. Suite à ce témoignage de la famille, tout reste imprécis. Pourquoi la police espagnole ne parle pas? Pourquoi refuse-t-elle de dire qu'une autopsie a été pratiquée avec enlèvement d'organes? Les médecins seraient-ils corrompus? Pourquoi aucun chirurgien ne parlera à la famille sur le fait que Loïc a été opéré pendant 4 heures suite à sa chute? Une opération? Mais de quoi? La police a quand même spécifié à la famille que les 3 jeunes qui étaient avec Loïc ce soir-là vont être interrogés. L'affaire a été requalifiée en mort donnée volontairement. Il s'est retrouvé tout seul le premier soir dans un hôtel isolé. Il est monté tout seul quand on écoute les dépositions des gens qui étaient sur place. Il a traversé un couloir de 50 mètres et il est arrivé devant une porte de secours et puis une fenêtre. Visiblement, il a choisi la fenêtre et on nous dit que c'est un suicide. Voilà.
Ben, je sais pas, qui c'est qui peut croire un truc pareil, en fait, c'est pas possible. Un gamin qui va en vacances avec 11 copains, enfin 10, parce qu'ils étaient 11, et puis que le premier soir, il se retrouve tout seul parce que les autres étaient partis avec des filles, et puis qui tout d'un coup, à 4h15 du matin, il décide d'aller se suicider. Enfin, je sais pas qui c'est qui peut croire ça, mais... Ah non, parce qu'ils ont fait toutes les analyses possibles. Ils ont rien trouvé, si ce n'est qu'il y avait un peu de l'alcool, mais c'était pas non plus oui, excessif. Sur place, ouais. Disons que on s'est fait accompagner par la Guardia Civile. Ils nous ont pas lâché les baskets. On n'a pas pu voir les gens qui étaient sur place ce soir-là parce qu'ils n'ont pas voulu venir, visiblement. Donc ceux qui travaillent à l'hôtel, hein, de cet hôtel-là, c'est quand même un hôtel 3 étoiles, je crois, ou c'est plus 4 étoiles. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on nous a amenés au 6e étage. Mais visiblement, enfin c'était 7e. Ouais. Et visiblement, ça serait pas au 7e, ça serait au 6e. Parce qu'on y est retourné après, on a vu des choses bizarres. Bah, c'est qu'en fait, ils avaient repeint au niveau à l'aplomb de la chute, ils avaient repeint complètement les fenêtres à l'étage du dessous, enfin les murs. Il y avait le garde-fou qui était arraché. Et puis nous, on y allait justement aux étages du dessous parce qu'en fait, notre fils, il n'était pas mort en bas. Il était encore en vie. Donc on s'est dit, c'est quand même pas possible qu'il fasse une chute aussi haut en étant conscient, parce qu'il était conscient à l'arrivée des pompiers. Donc c'est compliqué. Alors c'est peut-être un coup de chance, on dira. Et c'est ce qui nous a amené à aller voir dans les étages du dessous peut-être 15 jours après, et on s'est aperçu de ce genre de choses. On a fait des photos, c'est dans le dossier. Mais le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune constatation de la Guardia Civile sur place. Et il y a des vidéos. Les vidéos, ben, elles sont pas dans le dossier parce qu'ils ont pas prélevé les vidéos de la ville. Ben, les habits, ils ont disparu. Ils ont disparu le premier soir. Et ben, en fait, on les a jamais vus. Il y a jamais eu ben, nous, quand on est retourné sur place, les habits ont disparu. Soi-disant, c'est l'hôpital. Donc, ils avaient disparu. Donc, ça, c'est tous des éléments de preuve s'il y a eu bagarre ou autre chose. Ouais. Donc, tout ça, ça a disparu. Et puis, le truc, c'est qu'en fait, aussi, c'était le 5e jeune défenestré en l'espace de 2 mois. Dans la même rue, ouais. Ben, le même hôtel, non, c'est des hôtels à côté. Donc, dans la même rue, mais ouais, parce que là-bas, c'est des hôtels, il y en a un tous les 50 mètres. Et est-ce qu'il y a eu une autopsie qui a été réalisée? Oui. En Espagne, oui. Et qu'est-ce qu'elle a révélé? Bah, rien. Mais celle de la France, c'est différent. Celle de la France, ben, il manquait les organes. Nous, ils nous ont simplement dit qu'il manquait... Bon, dans le dossier français, c'est marqué qu'il manquait les organes. En l'occurrence, la vessie. En l'occurrence, tous les organes qui se greffent. Le cœur, en l'occurrence, a disparu. Oui. Mais bon, en même temps, ils vont peut-être pas nous dire qu'ils ont pris le cœur et puis qu'ils ont fait des analyses dessus, puis ils en ont fait quoi après? Oui, c'est juste ça le sujet. Mais en fait, après, je sais pas, mais on peut se poser que des questions bizarres du fait qu'il n'y a rien qui était dès le début. C'est vrai qu'on l'a opéré pendant 4 heures de temps, notre fils. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça va faire 4 ans, on sait pas de quoi. Parce qu'il est mort à l'hôpital, hein, donc ils ont très bien pu prélever les organes et puis après faire ce qu'ils voulaient. Hein. Peut-être. Marquer derrière ce qu'ils avaient envie, puis ça arrange tout le monde. Ben non, on ne sait pas vraiment. On sait rien. On sait juste qu'il est mort d'un arrêt cardiovasculaire. C'est tout, en fait. Donc, vous ne savez pas aujourd'hui ce qui est arrivé à votre fils, en fait. Vous n'avez aucune idée. Vous en pensez quoi? Vous, votre intuition de parent? Ben nous, c'est un canular, cette histoire. Enfin, pour moi, en tout cas. Enfin, de toute façon, oui, pour nous. C'est pour nous. C'est un canular. C'est qu'en fait, on nous laisse déjà... C'est un peu le même principe que l'affaire d'avant. Hein. C'est qu'on laisse des parents comme ça... Enfin, des parents ou des enfants, hein, avec ça. Ah ouais, non. Mais... Et avec une vie normale, hein, parce qu'il faut continuer à vivre. Non, on peut pas. Enfin, payer les impôts avec tous les problèmes qu'on a. Et en fait, il y a le monde qui s'est arrêté ce jour-là pour nous. Enfin, tout s'est arrêté. Mais il faut continuer. Puis on nous laisse seuls. Voilà. La justice, c'est pas là. Les politiques sont pas là. Il y a personne. Il y a personne. Voilà, c'est qu'on est même allé à l'hôpital. Et l'hôpital nous a reçus avec une traductrice à l'entrée, à l'accueil. On n'a même pas vu un chirurgien ni personne. Le porte-monnaie, parce que le portefeuille, il avait disparu dans les premiers temps. Et puis, au moment où ils l'ont retrouvé, visiblement, c'était à l'hôpital. Et ils voulaient nous facturer les frais d'envoi. Oui, mais voilà, je veux dire, on a vécu tout ça. Et puis aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est qu'en fait, là, c'est status quo. Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui a écrit au président et on a eu un retour.
Je ne sais pas si ça va le faire. Il dit quoi, ce retour? Il dit qu'il a averti le ministre de l'Europe, le ministre de l'Intérieur et puis le garde des Sceaux. Donc il a exposé notre problème donc ces 3 personnes. Maintenant, on verra s'il y a une suite. On est au stade de pas avoir on n'est pas une famille comment dire, il n'y a pas eu d'enquête, je veux dire. On en est au stade d'essayer d'avoir une enquête. Parce que l'enquête espagnole, il n'y a rien. Il n'y a même pas les gens qui étaient dans les chambres autour des fenêtres qui ont été interrogés. Il n'y a personne qui a été interrogé. Il y a eu 3 personnes interrogées ce soir-là. Les jeunes qui étaient dans cette boîte de nuit avec notre fils, la boîte de nuit, les filles qui étaient là-bas, c'est des femmes de joie. Hein. Elles n'ont jamais été interrogées. Le gars de la boîte n'a pas été interrogé, le patron. En fait, nous, on n'a pas eu d'enquête. On n'en a même pas encore au stade d'une enquête qui était faite et puis qu'on n'arrive pas à trouver. On n'a encore rien eu. Donc, notre fils, en fait, il n'a même pas eu le droit d'avoir ses droits. C'est juste ça, la subtilité. C'est qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est une enquête. La famille de Loïc se bat toujours pour savoir la vérité. Je leur souhaite tout le courage du monde. Ce qu'ils vivent est inhumain. Il y a eu d'autres décès suspects à Magalouf. Un jeune homme du nord du pays de Galles est décédé lorsqu'il est tombé d'un balcon en vacances à Magalouf. Thomas Owen Hughes, un ancien élève du lycée Rosani, n'aurait eu que quelques jours de vacances lorsque la tragédie s'est produite. Thomas aurait séjourné à l'Universal Hotel Florida de Magalouf, pratiquement à côté du bloc Eden Rock. Les circonstances avant et après son décès vont vous sembler familières, malheureusement. Thomas était arrivé à Majorque avec des amis que la veille de son décès. Thomas, lui aussi, était allé prendre un verre avec un petit groupe de personnes, dont son ami Joshua Roberts, la nuit après son arrivée sur l'île. Son ami a déclaré qu'il s'était perdu de vue et qu'il ne savait pas où était Thomas entre 4h et 5h du matin, et qu'il pensait qu'il était retourné à leur hôtel. Thomas n'a répondu à aucun SMS ni appel. Son ami a essayé de le recontacter le matin, et c'est un policier qui lui a répondu, en lui disant que Thomas était décédé d'une chute d'un immeuble. John Gittin, coroner principal du nord du pays de Galles, a déclaré à l'audience que la police espagnole avait été informée qu'un corps avait été retrouvé à Eden Rock à 11h du matin et qu'il semblait que la victime était tombée dans la cour intérieure. De l'avis des enquêteurs, Thomas était désorienté en raison de son état d'ébriété lors de l'accès à l'Eden Rock, selon l'enquête. Thomas était avec sa petite amie depuis 2 ans et demi. Sa mère, Sharon, a déclaré que son fils était une personne gentille et attentionnée, qui vivait pleinement sa vie, et il était très aimé par tout son entourage, ainsi que ses amis. Quelques semaines après le décès de Tom, le corps d'un autre jeune Britannique, Thomas Shannon, 18 ans, de Rouse dans la vallée de Glamorgan, a été retrouvé dans une zone similaire. Lui aussi aurait chuté d'un immeuble. Coïncidence ou pas, les 2 jeunes hommes séjournaient dans des hôtels à proximité et avaient profité d'une soirée avant leur décès. Une 3e Britannique, Natalie Cormack, 19 ans, de West Kilbridge, est également décédée au complexe Eden Rock en avril 2018, alors qu'elle tentait de grimper d'un balcon à l'autre. Un Écossais, Patrick Wentz, a aussi perdu la vie en sautant d'un balcon. Et à chaque fois, les policiers pense à un accident. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve ça très suspect. L'affaire Owen Harding, disparu pendant le confinement. Owen est né le 13 mai 2003 et vivait avec sa mère et sa sœur à Selldin, dans le sud-est de l'Angleterre. Il avait fréquenté la Brighton Waldorf School, puis avait commencé à étudier l'art et le cinéma au lycée. Il était considéré comme un garçon aimable, aventureux et intelligent. Tout semblait aller pour le mieux dans la vie d'Owen. Mais le 24 mars 2020, le Royaume-Uni instaure le premier confinement dû à la pandémie du Covid-19.
Juste avant, sa petite amie Meg Welsrode était venue lui rendre visite à son domicile avant de repartir chez elle dans le Yorkshire, situé à 280 km de Saldine. Owen, qui avait pour habitude de sortir voir ses amis et sa petite amie, va très mal vivre le fait d'être confiné et de ne voir personne. Le 26 mars, seulement 2 jours après que le confinement ait commencé, Owen va se disputer avec sa mère, Stella, sur le fait qu'il n'en pouvait plus d'être coupé du monde et qu'il voulait sortir. Évidemment, Stella va lui interdire, mais l'adolescent va quand même parvenir à se faufiler à l'extérieur. Dans la soirée, en voyant que son fils ne rentrait pas, Stella va s'inquiéter et va tenter de le joindre sur son téléphone portable. Mais Owen ne répondra jamais. Les policiers sont prévenus et les premières recherches vont révéler que son téléphone s'était éteint ce 26 mars à 18h23. Les compagnies de bus seront contactées par les enquêteurs et elles affirmeront qu'aucun laissez-passer au nom d'Owen n'a été utilisé. Sa petite amie Meg sera interrogée et elle dira qu'elle avait parlé au téléphone avec Owen ce jour-là, vers 18h15. Il lui avait dit qu'il se dirigeait vers les falaises pour observer le coucher du soleil. Saldine est un village situé au sommet d'une falaise, surplombant le bord de mer, et la famille d'Owen a donc pensé qu'il aurait pu avoir un accident à cet endroit. Meg et sa famille vont descendre jusqu'à Saldine pour participer aux recherches, et malgré l'implication des policiers et des bénévoles, rien ne sera retrouvé. La disparition étrange de cet adolescent durant le confinement va faire le tour de l'Angleterre. À cause du confinement, de nombreux magasins possédant des caméras de surveillance étaient fermés et ne pouvaient donc pas fournir des images. En revanche, d'autres caméras de surveillance ont filmé 3 personnes le 26 mars, marchant le long de Hampstead Road. Celle à la veste noire va se manifester aux policiers pour affirmer qu'elle n'était pas Owen. En revanche, les 2 autres personnes restent à identifier. D'autres images de vidéosurveillance ont filmé une personne à l'allure d'un adolescent ce 26 mars à 18h05. Owen avait déjà plaisanté avec Meg et ses amis sur le fait qu'il était prêt à faire la route jusqu'à chez elle dans le Yorkshire. Mais évidemment, il n'est jamais parvenu jusqu'à chez elle et aucune piste n'a pu démontrer qu'il avait commencé son périple pour se rendre dans le Yorkshire. La piste de l'accident serait la plus plausible et Stella pense également qu'il a pu se passer quelque chose du côté des falaises. Par la suite, l'océanographe Simon Boxall de l'université de Southampton a affirmé que si Owen était tombé à l'eau, les conditions météorologiques à ce moment-là auraient pu transporter son corps plus loin en mer, plutôt que de le laisser flotter au niveau des côtes. Les fronts de mer seront néanmoins fouillés jusqu'à Dungeness, en vain. Le cœur brisé, Stella a pu compter sur le soutien des Anglais qui ont été touchés par la disparition de cet adolescent de 16 ans, en plein confinement. Elle a également rejoint l'association Missing People, où elle a rencontré d'autres proches de disparus, avec qui elle a pu partager sa peine. Par la suite, Stella va blâmer le confinement pour la disparition de son fils. Selon elle, Owen serait toujours là si le confinement n'avait pas été imposé. Elle alerte sur les conséquences que peut avoir l'enfermement sur les gens, en particulier les adolescents. Cela affecte vraiment les adolescents. Nous devons les surveiller et nous assurer que la santé mentale fait partie de la conversation. Aujourd'hui, toujours sans aucune trace du jeune garçon, Stella tente de continuer du mieux qu'elle peut. Mais au fond, elle pense que son fils n'est plus en vie. Semaine après semaine, mois après mois, je me suis assise dehors dans mon jardin de devant. J'ai pensé que si Owen rentrait à la maison, je serais là à l'attendre. Il a une sœur de 5 ans qu'il adore et elle est consciente de son absence. Elle n'arrête pas de demander quand Owen reviendra et mon cœur se serre à l'idée de devoir lui dire qu'il ne reviendra jamais. À ce jour, Owen n'a toujours pas été retrouvé. C'est la fin de cette douloureuse vidéo. J'espère du fond du cœur que toutes ces familles auront un jour des réponses.
Pour ma part, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.